Chers amis, bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal du foot avec nous notre consultant Manu Petit depuis Paris. Manu, bonjour. Bonjour à tous. En tenue estivale, je vois car il paraît que le beau temps est revenu sur la capitale parisienne. Et puis Lise Barenboum en plateau avec moi. Bonjour Lise, nous ferons le tour de la presse avec vous. Alors le programme est chargé, nous allons parler de Ligue 1, nous allons parler de Bundesliga. Alors surtout, restez avec nous. Buts donc pour le compte de cette 33e journée de Ligue 1. Regardez les résultats. Marseille perd à nouveau 1-0 sur le terrain de Nantes. Le PSG a bataillé, mais est parvenu à repartir de Nice avec les 3 points. Monaco cède en toute fin de rencontre face à Rennes et concède le nul, 1 partout. Lille bat Bordeaux 2-0. Enfin, en épilogue de la journée, Lyon et Saint-Etienne font match nul 2 partout. Alors un derby pour le compte de cette journée, Lyon-Saint-Etienne, ça s'annonce toujours très chaud et là on n'a pas été déçu avec une rencontre à 4 buts et beaucoup de rebondissements Manu. Beaucoup de rebondissements, un match avec une intensité folle, probablement un des matchs les plus complets en termes d'intensité. Ça a été vraiment disputé dans la philosophie d'un derby. Lyon avait à cœur de laver l'affront du match aller, vous avez perdu 3-0. On connaît la rivalité entre les Lyonnais et Saint-Etienne, les Stéphanois. Malgré tout, je pense que Lyon va regretter, je pense qu'à la fin de saison, ces 2 points perdus à domicile parce que ça leur tendait les bras. Même avec un joueur en moins, ça a été une équipe vraiment toujours en essayant de jouer un football offensif, en se créant des occasions. Malgré tous les tirs qu'ils ont eus, toutes les occasions qu'ils ont eues, n'ont pas réussi à s'imposer et ils ont toujours couru après le score quelque part. Donc vraiment frustrant pour les Lyonnais. Une très belle opération pour Saint-Etienne qui reste quand même collé, pas très loin du podium, mais vraiment 2 points qui vont, à mon sens, qui auront beaucoup de conséquences au décompte final. Oui. C'est vrai que c'est toujours frustrant pour les Lyonnais de ne pas revenir avec une victoire, justement quand ils jouent contre Saint-Etienne. C'est la suprématie régionale, c'est vraiment pas un match comme les autres. C'est pas un match comme les autres, on l'a vu, ça fait des années qu'on voit ça. En plus, alimenté à travers les réseaux sociaux par Jean-Michel Aulas. On l'a vu encore dans ses déclarations la veille du match avec les supporters à la sortie du camp d'entraînement. Donc, tout était fait pour que ce match soit explosif. Il l'a été sur le terrain. Ça a été disputé relativement dans bon esprit. Donc, heureusement que derrière, il n'y a pas eu... on n'a pas jeté un petit peu d'huile sur le feu à l'issue du match. Je pense que Jean-Michel Aulas a bien compris que beaucoup de présidents de Ligue 1 en avaient un petit peu marre. Justement. Qu'ils s'exercent un petit peu à tweeter. On y vient. Donc, mais bon, quelque part, c'était un très beau match. Alors, on y vient justement. On en parle depuis des semaines, justement, de Jean-Michel Aulas et qui n'a pas malheureusement la langue dans sa poche. Mais cette fois-ci, ça commence à en énerver plus d'un. Lise Barenboum. Oui, alors je vous rappelle un petit peu le contexte. C'est pas directement lié à l'OL. Zlatan a été suspendu pour 4 matchs à cause de ses propos injurieux à l'encontre de l'arbitre lors du match de Paris contre Bordeaux. Et suite à ça, le joueur lyonnais Lacazette a déclaré dans la presse qu'il trouvait cette suspension méritée. Puis la Ligue de football professionnel s'est réunie pour alléger la peine de Zlatan, mais Jean-Michel Aulas a décidé de ne pas donner sa voix. Le PSG a donc fait passer un message à peine déguisé à Aulas dans un communiqué de presse qui disait « Le club de la capitale invite une nouvelle fois les acteurs du football français, présidents de club et joueurs à se concentrer sur leur fin de saison plutôt que de s'immiscer dans la vie courante du PSG. Résultat des courses, Zlatan n'est suspendu que pour 3 matchs, mais on voit que la course au titre se joue aussi en dehors des terrains. Manu, qu'est-ce que vous en pensez? Le président quand même du PSG, vous pensez qu'il a eu raison de recadrer Jean-Michel Aulas? Parce que ça ressemble quand même à une tentative de déstabilisation, tout ça. Oui, c'est la guerre des mots, vous l'avez bien compris. Vous savez, en Angleterre, Mourinho est très friand de cette guerre des mots. Donc, avant de gagner le match sur un terrain, il essaye de déstabiliser un petit peu les adversaires. Donc, on a bien compris la tactique de Jean-Michel Aulas. C'est d'essayer d'écarter au maximum des prétendants au titre ou même en place de Champions League, que ce soit l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain. Donc, moi, je pense que El Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, a bien fait de le recadrer lors du conseil de la LFP. C'est presque un message subliminal, mais ça s'adressait à lui, tout le monde l'a bien compris. Et d'ailleurs, Jean-Michel Aulas, dans ce vote, c'est le seul qui s'est exclu quelque part, parce que l'entière majorité des clubs de Ligue 1 ont voté pour une réduction des peines. Donc, quelque part, il se trouve de plus en plus isolé à ce niveau-là, Jean-Michel Aulas. En tout cas, le PSG ne s'est pas laissé abattre, ni par la sanction de Zlatan, ni par la défaite cuisante face au Barça. Les Parisiens ont repris leurs bonnes habitudes avec une victoire. 3-1 sur le terrain de Nice. Bon, une victoire pâle, mais quand même une victoire, Manu Petit.
Une victoire très importante au point de vue comptable et il fallait aussi se rassurer après la déconvenue, la gifle reçue à domicile contre Barcelone en Champions League. Alors la première mi-temps, il faut vite la ranger aux oubliettes. Il ne faut plus regarder justement sur ce qui s'est passé sur la première mi-temps à l'Alliance de Nice. En revanche, la deuxième mi-temps a été de bien meilleure facture et ça a été ponctué justement par un Pastore encore une fois déterminant, encore à la manette. C'est un petit peu celui aujourd'hui sur lesquels tous les espoirs reposent parce qu'il est de plus en plus décisif. Cette saison, c'est probablement un des meilleurs, sinon le meilleur parisien. Il l'a encore prouvé contre l'OGC Nice, mais Dieu que ça a été dur, notamment en première période. Alors justement, maintenant, vous allez nous dévoiler la dernière campagne de communication du Paris Saint-Germain avec une parodie, Lise Barenbaum, qui frôle la perfection. Oui, alors je sais pas, Manu, Valérie, si vous connaissez la série américaine à succès Game of Thrones. Est-ce que vous connaissez? Oui, bien sûr. Alors, le Paris Saint-Germain a décidé de reprendre les codes du générique de cette série à succès, en l'adaptant au championnat de Ligue 1. Avis aux amateurs, vous allez voir, c'est plutôt réussi, regardez. Alors on dirait une super production américaine, il y a tout, l'émotion, la musique, tout ce qu'il faut. On s'y croit presque, Manu. Moi, je suis un grand fan. Je suis déjà un grand fan de la série, que je suis assidément depuis sa création, mais quelque part, je trouve ça super, parce que c'est un produit marketing, mais quelque part, ça rend service aussi à la Ligue 1, au football français. Donc, moi, ça donne un petit côté un petit peu guerrier, un petit peu suspense. Il va y avoir une lutte acharnée. Donc, moi, je trouve ça bien. Moi, bon. je suis fan et je suis pour ce genre de procédé. Cette semaine, il y a une autre équipe qui joue son avenir en Ligue des Champions après leur défaite contre la Juventus. Les joueurs de Monaco ont enchaîné sur une mauvaise performance face à Rennes, partout. Les dernières chances, vous pensez, Manu Petit, de titres qui se sont évaporés? Non, par contre, ça prouve une nouvelle fois que l'AS Monaco connaît les pires difficultés à domicile. Sincèrement, j'ai vu le match, Valérie. Si l'ASM sort avec un point, ils peuvent aller à Lourdes. Parce que franchement, Rennes méritait largement les 3 points. Non, mais c'est vrai. Vous y croyez, vous, au pèlerinage de Lourdes? Non, mais je suis un supporter de l'AS Monaco et franchement, je me suis dit, à un moment donné, la chance ne va pas leur sourire constamment. Donc, je sais que Jardim a un petit peu fait un turnover dans son effectif par rapport au match de la Juve, parce qu'un but les qualifierait contre la Juve sans en concéder. Malgré tout, c'est vrai que Dieu que ça a été pénible contre Rennes à domicile. Ils auraient mérité de perdre ce match et ils s'en sortent, mais vraiment très très bien par la meilleure des façons avec un point. Mais à domicile cette saison, si jamais ils n'arrivent pas à accrocher une place de Champions League, ils le devront aux contre-performances qu'ils ont accumulées à domicile cette saison. Vous êtes optimiste face à la Juve ? Oui, je suis optimiste parce que c'est la meilleure équipe à l'extérieur en Ligue 1. Et ces matchs face aux poursuivants directs pour les places de Champions League, notamment le match à l'Olympique de Marseille, ils ont la capacité d'aller s'imposer au Stade Vélodrome. Donc, à mon avis, ils n'auront pas des matchs faciles à venir, mais je reste persuadé qu'ils ont le potentiel et la qualité aussi pour pouvoir accrocher une place en Champions League. Oui, mais là, Monaco joue à domicile quand même, c'est différent contre la Juventus. Là, ils jouent à domicile. Là, vous parlez du match contre la Juventus en Champions League. Mais un but les qualifierait. Mais c'est vrai que face à la Juve, qui a assuré, elle, de finir championne encore une fois pour la 3e année ou 4e année consécutive
en Italie. Ils n'ont que la Champions League aujourd'hui à se soucier, donc ils l'ont bien préparé en gagnant 2-1. Et ça a été chanceux quand même de la part de la Juve de pouvoir gagner ce match. Malgré tout, pour eux, c'est du pain béni. Et puis, quand on connaît à chaque fois les Italiens brillent constamment lorsqu'ils ont un avantage au score, donc ils vont faire le catenaccio, là où Monaco est redoutable. Donc ce sera à eux justement d'aller chercher les joueurs de la Juve et ils ne sont pas habitués à ce genre de procédé. En tout cas, Manu Petit, lorsqu'on parle de football, on parle souvent de simulation, on parle souvent de pénalty, sifflé, pas sifflé. Eh bien, cette semaine, en Ligue 1, Lys Barenboim, il y a eu un pas de géant en matière de technologie. Oui, le championnat français va enfin accueillir la saison prochaine la technologie sur la ligne de but qui permet de savoir si un ballon est entré ou pas dans la cage. Alors c'est un dispositif qui coûte cher, 70 000 € par stade, mais ce ne sont pas les clubs qui vont payer, c'est la Ligue de football professionnelle. Certains parlent de gadgets et préféreraient l'arbitrage vidéo, c'est-à-dire permettre à l'arbitre de revoir sur un écran s'il y a eu ou faute ou pas. On a mis du temps avant d'y arriver quand même à cette technologie, Manu, hein. Oui, mais moi je me range un petit peu du côté des gens dubitatifs. Je me ravis quand même qu'on fasse une ouverture, qu'on ouvre une porte à utiliser la vidéo, notamment la Goal Line Technology. Mais combien de cas vont être traités, même sur des cas de ralenti, où moi, en poste de commentateur, des fois, quand je travaille à la télé, même avec des ralentis, on est incapable des fois de porter un jugement définitif. Donc ça va être compliqué. En revanche, et c'est là où je dis que je me réjouis de l'arrivée de la Goal Line Technology, si cette petite porte ouverte à l'utilisation de la vidéo peut permettre de l'ouvrir complètement et d'instaurer la vidéo pour des cas qui me semblent beaucoup plus importants que le simple fait de juger 2 ou 3 buts entachés d'actions litigieuses sur la ligne, notamment les hors-jeux, les derniers défenseurs, les buts qui ne sont pas valables ou sont validés, enfin des choses comme ça qui pour moi ont un impact conséquent et qui permet justement et qui aide le football, oui. Et en plus c'est demandé par tous les acteurs de foot, à la fois les joueurs, les présidents, mais également les arbitres. Si on peut alléger les épaules des arbitres en ouvrant complètement la porte à la vidéo, là je serai content. Allez, avant de passer au football allemand, on va regarder tout de suite le classement. Lyon occupe la plus haute marche du podium avec 65 points. Derrière, c'est le Paris Saint-Germain. C'est le même nombre de points, une différence de but inférieure. À noter que les Parisiens ont un match de retard. Monaco reste 3e et profite de la défaite marseillaise pour prendre 2 points d'avance. Saint-Etienne revient à hauteur des Phocéens. Allez, on passe tout de suite au dossier de la semaine. Il a fait les beaux jours du Borussia Dortmund. Jürgen Klopp tire sa révérence. Il a décidé de quitter le club de la Ruhr après 7 ans de bons et loyaux services. Après avoir tutoyé les étoiles pendant de nombreuses saisons, le Borussia a perdu de sa superbe et Klopp ne se considère plus à la hauteur de la tâche, mais il ne compte pas prendre sa retraite maintenant. L'avenir sera peut-être anglais pour lui. Le reportage de Lys Barenboim. C'est la fin d'une ère. Jürgen Klopp, le mythique entraîneur du Borussia Dortmund, a annoncé qu'il ne sera plus l'entraîneur des jaunes et noirs la saison prochaine. Une décision qui laisse les fans orphelins. Je suis mitigé. Il nous a tant appris et nous avons eu de grandes victoires avec lui. Mais s'il veut partir, il doit partir. C'est aussi simple que ça. En poste depuis 2008, le technicien de 47 ans était initialement sous contrat jusqu'en 2018. Sa décision a de quoi surprendre, mais Klopp ne se sent plus au meilleur de sa forme. Ces souvenirs resteront entre nous pour toujours et c'est merveilleux. Mais ce club a besoin d'être dirigé par le meilleur entraîneur possible. Un homme à 100% de ses capacités, 24 heures sur 24, si je puis dire. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Le club de la Ruhr, actuel 9e de Bundesliga, a gagné 2 titres de champion en 2011 et 2012, une Coupe d'Allemagne et a été jusqu'en finale de Ligue des Champions en 2013 avec Klopp. Selon les rumeurs, l'entraîneur serait dans le viseur de clubs de Première Ligue tels que Manchester City. Pour ses collègues européens comme le grand José Mourinho qui officie à Chelsea, le talent de Klopp est indéniable. C'est un très bon entraîneur, mais je ne sais pas du tout s'il va venir en Première Ligue. C'est un très bon coach, c'est aussi un très bon ami, je l'apprécie beaucoup. S'il nous rejoint, il est le bienvenu, mais je ne veux pas entrer dans le débat. La seule chose que je sais, c'est qu'il m'a dit personnellement qu'il ne venait pas à Chelsea, donc je suis serein. Son remplaçant sera Thomas Tuchel, ancien coach de Mayence, qui s'est engagé pour 3 saisons.
Klopp n'a pas encore de piste pour l'avenir, mais il ne compte pas faire de pause dans sa carrière. Je n'ai pas de plan, je n'ai pas de contact avec d'autres clubs. Je ne vous cache rien, mais je ne compte pas non plus prendre de congé sabbatique. Je prends ce qui pourrait s'appeler une demi-année sabbatique et je ne reviendrai pas sur ma décision. Ce n'est pas planifié ou calculé. Ce n'est pas une manœuvre tactique. Après la victoire samedi contre Paderborn 3-0, le BVB disputera les demi-finales de la Coupe d'Allemagne le 28 avril prochain chez son plus grand rival, le Bayern Munich. Un club qui ne compte pas lui offrir son prochain poste. J'espère qu'il va pouvoir rester en Bundesliga, mais pas au Bayern Munich parce que nous avons déjà un excellent entraîneur, Pep Guardiola. À quelques journées de la fin d'une saison compliquée, Klopp essaiera quand même de qualifier son club en Ligue Europa. Voilà, c'est la fin d'une histoire, mais aussi le début d'une nouvelle aventure. Merci Lise, Manu d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. Restez avec nous, l'info c'est maintenant et c'est sur i24 News.